À l'aube du 27 mars 1886, le lieutenant-général Alfred van der Smissen arrive à Charleroi. À ses côtés, 22 000 loyaux soldats venus mater les révoltés. Cette mascarade a assez duré. À 7 heures du matin, Alfred van der Smissen va donner l'ordre de charger. Mais surtout, il va autoriser les bourgeois de s'armer. Les émeutes de 1886 qui vont véritablement traumatiser le parti, Très clairement, le parti ouvrier belge craint les troubles et les désordres. Bonjour YouTube, c'est Chicon Vénère et aujourd'hui je vous raconte un des événements les plus importants de l'histoire ouvrière belge. En mars 1886, c'est un réel vent révolutionnaire qui va s'abattre sur la Wallonie et faire trembler la bourgeoisie. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et commente et like pour soutenir la chaîne. Comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos, les années 1880, c'est une période de crise économique, de chômage de masse et de grosses famines. C'est notamment aussi à cette période-là que les ouvriers vont essayer de s'unir pour créer le Parti ouvrier belge en 1885. Mais est-ce que tous les ouvriers vont participer à cette création ? Non, et loin de là. En Wallonie et à Bruxelles, c'est les idées anarchistes anti-autoritaires qui dominent. C'est des anarchistes révolutionnaires, donc qui ne croient pas aux élections et ne vont donc pas s'investir dans le tout jeune parti. Que l'anarchisme soit aussi populaire en Belgique, c'est dû au fait que quelques années plus tôt, il y avait la Commune de Paris. Et du coup, beaucoup de communards ont dû fuir la répression et se sont installés à Bruxelles et en Wallonie. Et puis, il y avait aussi la Troisième Internationale anti-autoritaire qui était organisée à Bruxelles quelques années auparavant. Le problème, c'est qu'à l'époque, et en vrai aussi aujourd'hui, les anarchistes sont considérés comme des fauteurs de troubles, voire carrément des terroristes. Et du coup, il y a énormément de répression envers le mouvement anarchiste. En vrai, l'État craint les anarchistes parce que les anarchistes font des attentats depuis les années 1877. C'est des anarchistes qui ont adopté la stratégie de la propagande par le fait et du coup, ils commettent des assassinats. L'assassinat le plus connu est l'assassinat du tsar russe Alexandre II en 1881. Mais ces quelques dizaines d'assassinats sont exagérés et surtout utilisés pour justifier une répression violente du mouvement anarchiste. La répression la plus connue est celle de Chicago en 1884, juste après les mobilisations au Haymarket du 4 mai 1884. Des centaines d'anarchistes sont arrêtés, dont nombre d'entre eux n'étaient même pas présents aux mobilisations, et 5 d'entre eux seront condamnés à mort. C'est notamment pour commémorer ces 5 anarchistes condamnés à mort qu'on fête le 1er mai, la journée internationale de la lutte ouvrière. Mais du coup, à cette période, la répression s'abat également sur les anarchistes en Belgique. Notamment à Bruxelles en 1885, il y a une énorme descente de police. Mais la police ne trouve rien, pourtant ils vont quand même expulser plusieurs dizaines d'anarchistes étrangers. Ces nombreuses répressions violentes à Bruxelles vont faire que le noyau anarchiste va se déplacer vers la Wallonie. À Verviers, il y avait déjà une installation d'une organisation anarchiste, l'Étincelle, mais c'est surtout à Liège que tout va basculer. En janvier 1886, un nouveau groupe anarchiste voit le jour dans la ville ardente. C'est le Cercle anarchiste de Liège. Le 10 janvier 1886, le Cercle anarchiste de Liège va organiser une grande assemblée générale et à partir de ce moment-là, ça sera des assemblées hebdomadaires. Et elles vont inciter leurs camarades à faire partout pareil et en quelques mois à peine, on verra fleurir des organisations anarchistes un peu partout en Wallonie. À Tilleur, à Flémal, à Serein et du coup, il y aura aussi une réelle solidarité. Les Verviétois, les Bruxellois et les autres vont participer presque chaque semaine aux réunions hebdomadaires à Liège. Pour le 18 mars 1886, le petit groupe liégeois annonce l'organisation d'un défilé et un rassemblement à l'occasion des 15 ans de la Commune de Paris en 1871. C'est un si petit événement que le bourgmestre de Liège n'y prête pas attention. Mais surprise générale, et surtout pour les organisateurs. Plusieurs milliers de manifestants vont se rejoindre sur la place Saint-Lambert. Des hommes, des femmes et des enfants venus de Liège, de Serein, de Flémal, mais même une délégation venue de Gand. Le peuple est en colère et il est guidé par une envie révolutionnaire. On crie « Vive la Révolution »,« Mort aux bourgeois » et « Vive l'anarchie ». La foule s'emballe. Le défilé organisé par le petit groupe anarchiste liégeois ressemble de plus en plus à une émeute, surtout quand il passe dans les quartiers chics. Les ouvriers et les ouvrières brisent les vitrines et saccagent les magasins pour reprendre en main les marchandises qu'ils ont eux-mêmes produites. Quelques instants plus tard, l'émeute va se diriger vers l'hôtel de ville. Là, le bourgmestre est au calme en train de manger des huîtres lors d'une cérémonie pour le musicien Franz Liszt. Du coup, le bourgmestre est interrompu par une foule insurrectionnelle, c'est la panique générale et il appelle des renforts.
La gendarmerie et la garde civique à cheval arrivent sur place, mais la foule ne se calme pas. Les enfants jettent des pierres vers les magasins et la police, et les adultes volent du pétrole pour faire fuir les chevaux de la cavalerie avec des flammes. L'émeute s'emballe, mais quelques heures plus tard, l'armée arrive sur place. Il y aura 47 arrestations et 17 blessés. Le lendemain, tout est calme. L'ordre semble être revenu dans la ville ardente. Mais ça ne fait que commencer. Les mineurs de Seraing vont se lever le surlendemain contre la famine et les bas salaires, mais aussi clairement en soutien des anarchistes liégeois. La grève s'étend. Le 20 mars 1886, les arrêts de travail vont se poursuivre jusqu'à Ougré, Seraing, Flémal et Tilleur. Mais cette fois-ci, la bourgeoisie ne va pas sous-estimer le mouvement et direct l'armée est mobilisée. Une cavalerie de 120 hommes des régiments de Bruxelles, Louvain, Namur et Luxembourg arrive sur place à Seraing et même l'artillerie est mobilisée. Tous les accès sont bloqués et un couvre-feu est introduit. Seraing est littéralement en état de siège. Je trouve ça ouf à imaginer. J'arrive pas à imaginer qu'il y ait même des canons, de l'artillerie qui est installée autour de Seraing, la petite ville Seraing, parce qu'il y a des émeutes d'ouvriers. C'est vraiment dingue à imaginer. Les ouvriers et ouvrières résistent pendant plusieurs jours et l'armée galère à reprendre le contrôle. D'autant plus qu'il y a aussi des émeutes à Tilleur, à Saint-Nicolas et à Jemappes, ce qui fait que les forces de l'ordre sont totalement dispersées. Mais c'est alors que la répression va être accélérée. Le 24 mars 1886, le tribunal correctionnel de Liège va condamner à plus de 16 mois de prison plus d'une quarantaine de prévenus, inculpés d'avoir pris part à l'affaire des anarchistes du 18 mars. Pour essayer de calmer le mouvement, le bourgmestre de Liège va soudainement se prononcer en faveur du suffrage universel et il va même plaider pour une rehausse de salaire. La répression judiciaire et les promesses du bourgmestre vont peut-être calmer quelques Liégeois, mais dès le 25 mars 1886, c'est à la région de Charleroi de s'insurger. Le matin, à Fleurus par exemple, ce sont plus de 600 charbonneurs qui sont en grève et qui réclament la rehausse des salaires. Mais ils sont violemment réprimés et plus de 30 personnes sont arrêtées. Le lendemain, le 26 mars à 9h du matin, un rassemblement est organisé sur la place Gilly à Charleroi en solidarité avec les arrêtés. Plus d'1 millier de personnes vont venir à ce rassemblement et ils vont déclarer la grève générale. Quelques heures plus tard, la grève s'est étendue sur toute la région Carolo. Vers 16h, à Jumet, ce sont plus de 6000 personnes qui se dirigent vers la verrie Baudou. Absolument tout est détruit par les flammes. Dans les heures qui suivent, il y a plein d'endroits et industries qui sont totalement cramés. Par exemple, la brasserie Binard du bourgmestre de Châtellerault, les verries de l'Étoile, les hauts fourneaux du Monceau, les hauts fourneaux du Rouault, le puits numéro 4 de Martinez, tous subissent le même sort. Tout est purifié par les flammes. Un dernier exemple, vers 21h, les grévistes qui sont plusieurs milliers maintenant se dirigent vers la glacerie de Roux. Et là encore, l'établissement est totalement détruit par le feu. Mais comme vous l'avez vu dans l'intro, à l'aube du 27 mars 1886, la bourgeoisie réplique. À 7h du matin, le lieutenant-général Alfred van der Smissen arrive à Charleroi, accompagné de plus de 22 000 réservistes de l'armée. Alfred van der Smissen va donner l'ordre d'arrêter à tout prix les émeutes, et il autorise les habitants à s'armer afin d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Salut, c'est Chicon Vénère du montage, et j'ajoute un petit point parce que Alfred van der Smissen, c'était pas n'importe qui. Alfred van der Smissen, il a fait ses preuves 20 ans auparavant lors d'une expédition coloniale au Mexique. Alors, je découvre ça avec vous, mais à Skip, Léopold Ier et puis le roi Léopold II, ils avaient des projets coloniaux en Amérique latine. Il y a eu une tentative de peuplement belge en Colombie, et puis en 1865, la participation belge à la campagne du Mexique. C'était une sorte de guerre punitive contre les jeunes États unis mexicains, menée par la France pour pouvoir installer un État fantoche. Et du coup, il y a eu des régiments belges qui ont participé à cette expédition du Mexique, et Alfred van der Smissen s'est surtout fait remarquer dans la destruction du village Zitácuaro en mars 1865. Il fait détruire l'église, pille et incendie toutes les maisons. Les habitants du village s'étaient déjà enfuis, donc il donne l'ordre d'abattre les chevaux, les mules et tout le bétail. L'intervention de van der Smissen est tellement impitoyable que même sa propre troupe est sous le choc. Bref, mets-moi en commentaire si comme moi tu connaissais pas cette histoire, et si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo prochainement sur les crimes coloniaux belges hors Congo. Voilà, sorry pour la petite parenthèse, revenons donc à Charleroi en 1886 où Alfred van der Smissen veut à tout prix mater tous les révoltés. Et il n'en faut pas plus aux bourgeois pour littéralement s'équiper de fusils de chasse et de s'organiser en véritable milice sanguinaire.
Des affrontements ont lieu dans tout le bassin Carolo, autant entre grévistes et milices que grévistes et l'armée. Mais pourtant, les grévistes résistent. À Charleroi, à Marcinelle, à Fleurus, Ransard, Gilly, Soleilmont, Marchienne et Courcelles, les charbonnages, demeures patronales et abbayes sont toutes saccagées. La dispersion de la foule dans toutes ces communes rend presque impossible la défense de ces lieux par les autorités. Mais bientôt, on entend les premiers tirs. Les premiers tirs viendront de la demeure du directeur de charbonnage de Trieux-Quézin. Plusieurs hommes tentent de s'introduire, mais un soldat est posté à la fenêtre du premier étage et il ouvre le feu. Il tue 2 d'entre eux et fait un blessé grave. Quelques heures plus tard, c'est à Roux que la décision de Alfred van der Smissen aura de lourdes conséquences. À Roux, le 27 mars 1886, des bourgeois armés croisent des grévistes et ouvrent le feu. 12 personnes sont assassinées sans pitié par une milice de bourgeois. Aujourd'hui, cet événement est connu sous le nom de la fusillade de Roux. Les affrontements dans le bassin Carolo vont durer encore 2 jours. Et il faudra plus de 2 mois avant que tous les grévistes reprennent le travail. Au total, c'est plus d'1 millier d'arrestations, des condamnations en masse, 30 morts et plusieurs centaines de blessés. Les anarchistes wallons ont été matés. Alors, leur fin est tragique, mais leur lutte n'a pas été vaine. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Suite aux événements du mois de mars 1886, la bourgeoisie a été si apeurée qu'elle cède sur certains points. C'est la première fois en Belgique que des revendications aboutissent. La grève et les émeutes ont permis l'abrogation de lois comme par exemple la loi Chapelier de 1791 qui interdisait toute organisation en syndicat. Ou un autre exemple est l'abolition du travail des enfants de moins de 12 ans. Il y aura aussi des promesses de haussement de salaire, de suffrage universel et ce genre de choses, mais ça resteront des promesses. Il ne faut pas abuser non plus. Dans une prochaine vidéo, du coup, je vous parlerai peut-être des grèves qui ont suivi, genre celle de 87, 88 ou la grande grève du Parti ouvrier belge en 1893. Tiens donc, le Parti ouvrier belge, le POB, j'en parle pas trop dans ma vidéo. Comment ça se fait? Je parle d'un des événements les plus importants pour l'histoire ouvrière belge en 86, tandis que le POB a été fondé en 85. Et le POB ne figure pas dans ma vidéo? En fait, premièrement, le POB n'était pas du tout implanté en Wallonie à l'époque. Ils étaient surtout actifs en Flandre et à Bruxelles. Et puis, deuxièmement, le POB n'avait aucun pouvoir sur le mouvement. C'était un mouvement majoritairement anarchiste, donc le POB n'avait aucun pouvoir. Et du coup, quand le POB n'a pas de pouvoir sur un mouvement, du coup, ils vont pas le soutenir, à quoi ça sert? Pire encore, la direction du POB fit même tout pour éviter un élargissement vers la Flandre en demandant aux ouvriers gantois et anversois de garder le calme. Certains Flamands sont quand même venus soutenir les Wallons sur place, mais en général, le POB a réussi à contenir le mouvement en Flandre avec des fausses promesses d'émancipation par le suffrage universel, masculin, bien sûr. Est-ce que 1886 aurait pu donner une révolution si en Flandre aussi il y aurait eu une insurrection? En vrai, je sais pas. Et en vrai, personne ne sait. On peut spéculer, on peut s'imaginer des trucs, mais en vrai, on ne sait pas du tout si en Flandre, ils étaient prêts pour l'insurrection. Est-ce qu'il y aurait eu des solidarités entre Flamands et Wallons? On ne sait pas. Perso, j'aime bien imaginer que c'est à cause du POB qu'on n'a pas eu de révolution en 86, mais bon, on n'en sait rien. Oui, le POB a appelé au calme en Flandre, mais est-ce que c'est pour autant que ça aurait donné une révolution? Est-ce qu'il y aurait eu une solidarité entre Flamands et Wallons? On ne sait pas. Alors, j'ai quelques petits points à ajouter après le montage. Premièrement, à propos de la fusillade de Roux. Les sources divergent en vrai. Certains disent que c'est les militaires qui ont tiré, d'autres qui disent que c'est la milice bourgeoise qui a tiré. Mais bon, le résultat, c'est le même. Il y a des dizaines de blessés. Bon, les sources divergent aussi un peu entre 12 et 17 morts. Autre point que je voudrais ajouter, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, j'ai mis quelques extraits de journaux et de procès datant de cette période. Alors ça vient d'un site que je vous mets en description, et il y a même dans ce site la retranscription des procès de Liège du 24 mars 1886. C'est vraiment passionnant à les lire, bref, je vous mets ça en description, vous irez voir tous les articles qu'ils ont fait sur le sujet. Alors, dernier point avant de se quitter, après les événements du 18 mars 1886, les répressions judiciaires, les débâcles médiatiques, la trahison du POB, les anarchistes y comprennent qu'ils ont un combat de plus à mener, celui de l'information. Le 23 octobre 1886, le premier numéro du journal La Liberté est publié. Déjà à l'époque, les anarchistes comprennent que l'information indépendante est cruciale. Je vous lis quelques lignes de la première une du journal, La Liberté. Notre titre, il est à lui seul tout notre programme. En réclamant la liberté, nous ne réclamons rien moins que la dépossession intégrale de la bourgeoisie et sa suppression en tant que classe privilégiée.
En réclamant la liberté, nous réclamons la justice pour toutes et tous. Nous réclamons pour tout être humain le droit et le moyen de faire tout ce qui lui plaît, et de ne faire que ce qui lui plaît, de satisfaire intégralement tous ses besoins, sans autre limite que les impossibilités naturelles et les besoins de ses voisins. Comme condition primordiale de la liberté, nous voulons l'égalité. Pas de liberté sans égalité. Nous croyons, nous, que le capital, patrimoine commun de l'humanité, puisqu'il est le fruit de la collaboration des générations passées et des générations contemporaines, doit être mis à la disposition de toutes et tous, de telle sorte que nul ne puisse en être exclu, et que personne, en revanche, ne puisse en accaparer une part au détriment du reste. Nous sommes donc ennemis de la propriété. Nous voulons apprendre au peuple à se passer de gouvernement, comme il commence déjà à apprendre à se passer de Dieu. Nous lui ferons comprendre qu'autorité et propriété, que pouvoir et privilège sont les deux faces d'un même édifice, et qu'un gouvernement n'est nécessaire que pour maintenir l'inégalité sociale. Nous lui ferons comprendre que tous les antagonismes que le gouvernement est appelé à réfréner sont les produits de l'individualisme et disparaîtront avec lui. Plus de gouvernement, nous voulons une liberté absolue de l'individu. En réclamant la liberté, nous nous déclarons également ennemis de l'autorité. Bref, si ce sujet vous a intéressé et passionné comme moi, n'hésite pas à t'abonner, like et commente pour soutenir la chaîne. C'est comme ça que ça m'aide beaucoup parce que l'algorithme YouTube fonctionne avec les commentaires, donc n'hésite pas. Aussi, je suis live tous les lundis sur Twitch à partir de 19h pour parler d'actu belge. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir sur Twitch. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois. Ciao! Les émeutes de 1886 qui vont véritablement traumatiser le parti, traumatiser le parti. Très clairement, le parti belge craint les troubles et les désordres.